confiance dans l'utilisation que serait fait leur legs, ce qui me semble un sujet à adresser rapidement. Un autre enjeu clé, c'est celui de l'accompagnement des testateurs potentiels dans le développement de cette ressource pour favoriser le passage à l'acte, et c'est le sujet que nous avons choisi d'adresser avec nos partenaires dans cette table ronde ce matin. Je prendrai vos questions dans l'onglet questions-réponses à la fin de la table ronde vers 11h55 et j'accueille pour animer cette table ronde Maître Lemay. Maître Lemay qui est donc notaire à Pont-l'Évêque, rédacteur en chef de la revue Conseil des notaires, président honoraire du Conseil régional des notaires de la Cour d'appel de Caen. Il est en charge au Conseil supérieur du notariat des relations avec les associations et les fondations. On a beaucoup travaillé ensemble ces dernières années et le succès du partenariat entre le Conseil supérieur du notariat et France Générosité lui doit beaucoup. Et je vous remercie, Maître Lemay, très chaleureusement d'avoir accepté d'animer ce débat malgré les petits soucis techniques de démarrage. C'est à vous. Merci beaucoup, bonjour à tous et bienvenue à Pont-l'Évêque. Puisque je vous parle de Pont-l'Évêque, je commencerai par vous présenter nos intervenants. Tout d'abord, Madame Corinne Delmas, qui est professeure de sociologie à l'Université de Nantes, où est chercheuse au Centre nantais de sociologie. Et elle a poursuivi des recherches sur l'expertise et les professions juridiques qui ont fait l'objet de plusieurs publications, dont récemment un ouvrage, Les notaires en France, des officiers de l'authentique entre héritage et modernité, sur la base d'une enquête qui combinait divers modes d'investigation empirique, archives, analyses et autres. L'auteur dévoile donc le métier de notaire au quotidien et les liens avec la clientèle, mais aussi l'organisation et les dynamiques et transformations de ce groupe professionnel. Je participerai également Madame Cécile Colson, qui est responsable juridique legs de Nation et Assurance Vie. Elle est titulaire d'un DSS de droit local et du diplôme d'aptitude de fonction de notaire, donc elle connaît bien la profession. Elle a été notaire assistant à Dijon, puis elle a rejoint le Secours catholique Caritas France en 2014 en qualité de juriste legs et de Nation, et depuis 2016, elle est responsable juridique de l'équipe legs de Nation et Assurance Vie au sein du département philanthropie et mécénat de cette association qui contribue à lutter contre la pauvreté aux côtés des plus défavorisés. Ces ressources, legs de Nation Assurance Vie, représentent environ 40 millions d'euros par an de collecte. J'accueille également M. Jean Malhomme, directeur d'épargne et prévoyance d'AXA France, président de la commission des assurances de personnes de la Fédération française des assureurs. Diplômé de Télécom Paris Tech et actuaire certifié à l'Institut des actuaires, il a rejoint le groupe AXA en 1993. Il a occupé différentes fonctions, responsabilités chez AXA aux États-Unis, en Angleterre, puis chez AXA RE, directeur de réassurance vie et santé, et AXA Japon, directeur technique et marketing, avant de revenir à AXA France en 2006 comme directeur technique vie et banque, puis directeur de la gestion des risques entre 2011 et 2016. Je vous présente également Jean-Michel Mathieu, notaire à Bourg-en-Bresse, président de l'Institut notarial du patrimoine et de la famille au sein du Conseil supérieur du notariat, également acteur important des relations avec France Générosité. Enfin, je vous présente le professeur Moustapha Mekki, qui est directeur général de l'Institut national des formations notariales, ce qu'on pourrait appeler le ENA notarial. J'espère qu'il ne m'en voudra pas. Le professeur Mekki est agrégé des facultés de droit, professeur à l'université Sorbonne Paris-Nord, et donc directeur général de l'Institut des formations notariales. Auteur de plusieurs ouvrages et articles, il est spécialiste de droit civil, s'intéresse spécialement au droit notarial. Il est également l'auteur d'une réforme de l'école du notariat et de la formation des notaires qui est en cours de finalisation, et il entend y intégrer plus d'humanité notariale pour sensibiliser davantage les étudiants et futurs notaires à leur environnement. Voilà cette présentation des intervenants. Si vous permettez, je commencerai par donner la parole à Madame le professeur Delmas à propos du rapport des Français à la transmission. C'est d'abord un rapport à la mort, et puis ça n'est pas qu'une transmission de patrimoine. Quand on dit transmettre, c'est également les valeurs.
Alors, lorsqu'on parle de transmission de patrimoine, et plus particulièrement de la générosité, moi, je pense à la cliente type qui est Yvonne, qui a 84 ans, qui n'a pas d'enfant. Je pense aussi à la personne qui va faire un testament sanction parce que les deux, finalement, ils ont oublié de téléphoner à Noël. Et puis, je pense aussi à ceux qui sont donateurs et qui donnent volontiers sur le revenu, mais qui ne seront pas testateurs. Madame Delmas, je vous passe la parole. Je vous remercie. Des Français à la transmission. Au fond, la transmission, bien dit, ce n'est pas seulement la transmission de biens matériels ou immeubles. Bon, la transmission peut prendre la forme de dons ou de legs, mais ce n'est pas seulement de léguer des biens matériels, meubles ou immeubles. Il s'agit aussi de transmettre des valeurs, de transmettre des conceptions de la vie, une œuvre personnelle aussi. Et elle soulève dès lors des questions anthropologiques cruciales, comme comment se survivre à soi-même, ce qui suppose d'envisager sa propre mort, ou encore les liens entre les générations, permettre à ces héritiers à travers lesquels on se survit de vivre dignement avec le sentiment de responsabilité à leur égard. Alors, derrière la transmission, en termes de ressenti, on retrouve donc des questions touchant à la famille et à sa disparition. Et ça permet de comprendre que la décision de léguer est généralement prise en France à l'approche de sa fin de vie. C'est Yvonne, que vous avez citée notamment à 84 ans, qui n'a pas d'enfant. Eh bien, elle correspond tout à fait au portrait type des testateurs aujourd'hui en France, qui sont plutôt des testatrices d'environ 75 ans, veuves, sans enfants et de statut socio-économique plutôt élevé. Alors toutefois, et c'est tout l'intérêt de l'étude de Soko qui est aujourd'hui proposée, la décision peut être envisagée plus tôt, surtout lorsqu'il n'y a pas d'héritier direct ou qu'il existe un patrimoine jugé suffisamment important. Une part non négligeable de quinquagénaires et sexagénaires peut ainsi se projeter en moyenne autour de 58 ans, nous apprendrons. Alors cette décision, parfois envisagée tôt, est fortement corrélée, comme le montre l'étude, à des pratiques de dons régulières, anciennes, d'engagement associatif et de fortes valeurs d'altruisme. Les motivations sont elles-mêmes variables selon les profils et les contextes familiaux. Alors, par ailleurs, ce portrait d'une testatrice septuagénaire ou octogenaire cache une grande diversité de situations, vous l'avez dit, en termes aussi de taille de patrimoine, d'existence d'héritiers directs, de lieux de vie, de parcours, de trajectoire de vie, et n'est guère dynamique. Les évolutions en cours et à venir des profils des testateurs doivent être interrogées au regard de l'évolution sociétale en termes de gestion et affectant les familles, recomposition, nouvelle égalité, patrimoine plus important, ancien âge, précarisation de l'emploi et crainte pour l'avenir. Alors, les motivations sont également variables. On identifie plusieurs catégories, et c'est ce sur quoi je vais insister. Ah, nous avons un petit problème avec Madame le professeur Delmas. Y a-t-il un problème de connexion? Madame Delmas, vous avez un problème de connexion, effectivement. Donc, je vous invite à surtout ne pas rallumer votre caméra pour essayer d'améliorer la bande passante. Et voilà, on vous écoute pour voir si le son est revenu. Donc, les motivations sont variables. Vous m'entendez? C'est bon? Oui. Le son est revenu? Merci. J'en distinguerai deux catégories, des motivations relationnelles et des motivations individuelles. Tout d'abord, les facteurs relationnels, la réciprocité, l'engagement, la confiance, la fidélité amicale sont souvent jugés décisives. La réciprocité et l'engagement renvoient à l'importance du contre-don, du désir de rendre chez les testateurs. Le legs peut être considéré comme un juste retour de ce que le testateur ou l'un de ses Je pense que Madame Delmas a définitivement un problème de connexion. Monsieur Lemay, je vous laisse peut-être poursuivre. Oui, merci. Madame Delmas, on ne vous entend plus du tout. Je suis désolée, nous allons devoir passer la parole à quelqu'un d'autre. Oui. Là, je vous entends à nouveau, mais je crois que nous avons été interrompus à cause d'une mauvaise connexion. Oui, tout à fait. Donc,
Je vais demander maintenant, je vais passer maintenant la parole à Maître Jean-Michel Mathieu de Terre. Euh, en évoquant les difficultés, pas les difficultés, mais la législation qui s'applique aujourd'hui, on ne peut pas tout faire, et par contre, on peut faire des choses. Et j'aimerais que Maître Mathieu nous éclaire sur cette possibilité de concilier également la générosité avec la transmission familiale. Alors, merci Pierre, vous m'entendez bien? Oui. Oui. Alors bien sûr, le juridique, le droit est au cœur même de la philanthropie à travers la législation, à travers les instruments juridiques, en particulier le droit des successions, le droit des libéralités, puis finalement l'ensemble du système juridique du droit des groupements, que ce soit les associations, les fondations, les fonds de dotation, etc. C'est le droit des libéralités qui est le cœur même de la transmission, puisque finalement, ce que l'on veut faire, soit de son vivant à travers le droit des donations, soit à sa mort à travers le droit des testaments, et finalement, c'est l'intention libérale, ce que les juristes connaissent bien, l'animus donandi, qui donne et qui imprime la volonté de transmettre. Quand on parle de droit aussi, on ne peut pas échapper à la fiscalité qui est incontournable. Cette fiscalité, elle peut être restrictive, incitative, elle peut prévoir des exonérations, elle peut avoir un effet de levier, entraîner des réductions d'impôts ou autres. Et c'est tout ce système juridique, cet écosystème juridique que devra concilier le notaire. Alors, actuellement, et vous le savez, des débats importants ont lieu sur cette transmission, sur cette façon de faciliter la transmission, voire même sur un débat qui est de dire, finalement, le système juridique français empêcherait ces transmissions à travers le mécanisme de la réserve héréditaire. Des rapports ont lieu en ce sens, des commissions ont lieu en ce sens, des think tanks, même un rapport qui a été supervisé par Madame El-Ari qu'on aura tout à l'heure en débat. Alors, je voulais surtout parler de cette réserve. Il ne faut pas opposer réserve et philanthropie, il ne faut pas opposer réserve et générosité. Tout simplement parce que la réserve, elle n'a pas été faite à travers la philanthropie, elle dépasse largement la philanthropie. Elle existe dans la plupart des pays du monde. Cette réserve aussi a des fondements historiques, tant dans le droit romain que dans le droit des pays écrits, des pays de coutume, qui est aussi la protection de la famille. Elle a un fondement historique très fort en France à travers la devise républicaine, c'est l'égalité entre les enfants. Et il ne faut pas l'opposer et dire qu'elle est un frein au mécanisme de transmission. Elle peut mettre une protection, j'en dirai juste quelques mots parce qu'on a malheureusement que quelques minutes, une protection indirecte des associations. Elle évitera tout d'abord des recours qui sont très nombreux dans le droit anglo-saxon sur les successions. Elle permettra finalement, si on transmet que la quotité disponible, de dire l'association aura ce qui lui était permis d'être donné et finalement invitera les héritiers réservataires à ne pas attaquer le legs ou la libéralité. Elle évitera aussi un phénomène très très important d'accumulation des richesses qui est la main morte à travers des associations et de ne pas créer des monstres associatifs finalement pour lequel un jour finalement le législateur pourrait intervenir, revenir sur des transmissions qui auraient pu être faites ou voudrait les limiter dans le futur. Et il évitera peut-être un philanthropisme capitalistique, puisque finalement, les personnes qui aiment redonner très très riches pourraient créer une continuation d'eux-mêmes à travers des associations, des fondations qu'elles créeraient. Et finalement, ça n'irait pas aux associations de tous les jours qui participent à l'intérêt général. Donc, il ne faut pas la voir comme obligatoirement un obstacle. Elle existe dans le paysage juridique, elle doit être conciliée dans le paysage juridique. Et d'ailleurs, si une réforme de la réserve pourra intervenir, ça sera qu'à travers une réforme globale et pas uniquement sous l'angle philanthropique. Et si des réformes doivent être faites, elles doivent être bien vues sous un angle familial et plus générique. Les notaires l'ont compris, le Congrès des notaires a réaffirmé l'influence de la réserve. Il faut savoir aussi qu'elle est aimée des Français. On l'a vu à travers le Belge le plus célèbre des Français, qui est Johnny Hallyday.
Merci Jean-Michel. Oui, non, tu as un petit mot. Toujours sur cette réserve, il faut aussi se dire finalement, même Warren Buffett disait, il faudrait que simplement les plus riches du monde donnent 10% de leur fortune et le monde serait sauvé. Ben, en droit français, la réserve héréditaire permet quand même de donner un quart de ses biens, voire plus hein, dans certains cas, et c'est déjà beaucoup. Et d'ailleurs, je ne pense pas que les Français, même les plus riches, veuillent donner beaucoup. Et d'ailleurs, s'ils donnent, ces Français les plus riches ou les milliardaires, ils ont d'autres mécanismes qui échappent totalement au droit des libéralités. Parce que ça sera fait à travers un philanthropie entrepreneuriale, à travers diverses fondations d'entreprises qui sont créées, parce que leur richesse elle-même est à travers l'entreprise. Donc, cette réserve n'est pas un frein. Par contre, l'idée du notariat hein, et l'idée finalement de franche générosité ou autre, c'est plus d'utiliser et d'encourager une philanthropie familiale à travers peut-être des pactes de famille, à travers une évolution de la législation où là, on peut évoluer. D'ailleurs, les mécanismes juridiques de transmission sont très nombreux, hein, qui dépassent largement notre temps qui vote et qui n'a pas d'enfant, Pierre. Bon, plein de mécanismes, on n'a pas le temps de les développer, permettent… Non, on en parlera un petit peu après dans la deuxième partie de je la ne veux pas table parler du ronde. groupe de notaire, mais je citerai simplement, on peut donner temporairement l'usufruit d'un immeuble à une association tout en ce que ces biens reviennent à ses enfants. On peut imaginer des transmissions en 2 temps pour des gens qui n'ont pas d'enfants à travers ce qu'on appelle les libéralités graduelles, les libéralités résiduelles. Finalement, c'est de donner, puis une fois que de donner, et finalement, la personne qu'aura reçue, lorsqu'elle sera morte, ça ira dans un deuxième temps à telle ou telle association. Donc, c'est un moyen d'éduquer dans la transmission, de transmettre. Autre mécanisme phénoménal qui peut permettre de donner au plus de la quantité disponible, c'est la rare. On va associer finalement l'un de ses enfants qui va dire « je m'engage à ne pas attaquer telle ou telle libéralité, que ce soit une donation ou un testament ». Je m'engage finalement à ne pas éventuellement recevoir ma réserve et donc que l'association, que la fondation reçoive plus qu'elle pourrait recevoir. Là aussi, hein, le Congrès des notaires, le rapport de réserve sur la réforme est prêt à une évolution de cette rare, qu'elle soit peut-être intégrée dans un pacte de famille, intégrée dans une donation. Voilà. Le rapport de réforme sur la réserve aussi disait qu'il faut maintenir quand même cette rare et je crois qu'il faut aussi maintenir un deuxième notaire pour sécuriser la donation des associations et même un notaire qui serait choisi par le renonçant. Plein de mécanismes juridiques permettent de transmettre tout en avec et en éduquant et en associant les enfants. Voilà. Merci Jean-Michel. Je voulais maintenant m'adresser au professeur Meki en lui disant d'abord que moi, mes diplômes commençaient à être un petit peu vintage et dans ma formation, le monde associatif représentait peut-être 1/100 du droit des groupements. Quant à la générosité, elle était centrée sur la famille. Alors, professeur, quelle est aujourd'hui la formation initiale des notaires dans cette matière et également la formation continue? Merci. Vous m'entendez bien? Très bien. Alors, on l'a dit, hein, le notaire est un accompagnateur privilégié. Cela a été plusieurs fois souligné dans le cadre de cette étude. Et le rôle de l'INFN est de justement former les futurs notaires, qu'il faut donc sensibiliser assez tôt à ces différentes considérations, et également peut-être sensibiliser des notaires qui sont déjà installés et qui n'ont pas l'habitude d'utiliser des instruments très spécifiques qui ont été évoqués par Maître Mathieu et qui même ne conçoivent pas d'orienter certains de leurs clients sur la voie de la générosité. Alors, si je prends le de l'INFN et de nos étudiants, il y a toujours, au regard de la générosité, 2 questions qui se posent. Il y a une question de fond. Comme Maître Mathieu l'a évoqué, il y a des compétences dures, ce qu'on appelle les hard skills que doivent acquérir ces notaires. On a évoqué la question de la confiance liée à la compétence. Donc, cette compétence dure, c'est ce qu'attendent un certain nombre à la fois de bienfaiteurs, mais également les éventuels bénéficiaires.
Et parmi ces compétences, on l'a dit, il y a la question des groupements, à la fois, certes, les associations, fonds de dotation, fondations, mais également dans les groupements, il y a toutes ces sociétés, et notamment dans la loi Pacte très récente, qui encouragent cette générosité, avec la question de la raison d'être, des sociétés à mission, le mécénat qui existe depuis longtemps, ou des mécanismes plus modernes comme le crowdfunding, puisqu'il n'y a pas de petits dons. Et on se rend compte que tous ces instruments, au-delà des libéralités qui sont très spécifiques, je ne rentrerai pas dans le détail, mais lorsqu'elles concernent des libéralités à caractère collectif, c'est vraiment une technique très singulière. Toutes ces techniques-là sont évoquées assez rapidement. La compétence globale du notaire est telle qu'il est vrai que, et vous l'avez souligné, Maître Lemay, on n'insiste pas suffisamment sur ces questions, et à tort, je pense, parce que il y a un domaine qui ne cesse de se développer et qui fait partie de ce qui caractérise même le rôle du notaire, qui est le rôle d'être le rôle de relais, d'interface entre les grandes causes, l'intérêt général, et les intérêts particuliers. Donc, à mon sens, en termes de compétences dures, il va falloir insister davantage dans le cadre de notre école. De la même façon, il y a dans ces règles compétences dures, il y a un esprit de ces règles qui dépend de la manière dont le professionnel les présente. Je prends l'exemple, et ce seul exemple de l'assurance vie. Quand vous allez voir un spécialiste de gestion du patrimoine ou un notaire, assez fréquemment, il va vous vanter les mérites de l'assurance vie pour pouvoir prendre en charge les éventuels droits de mutation que les héritiers pourraient être amenés à payer lorsqu'ils ne seront plus là. Donc, pour leur faciliter la tâche d'une certaine manière. Je pense qu'il y a aussi un gros travail à faire de ce côté-là pour que ceux qui conseillent l'assurance vie ne le conseillent pas uniquement dans un but intéressé, qui serait de soulager les héritiers du paiement des droits de mutation, mais de dire finalement ils ont suffisamment été bien dotés grâce à ce que j'ai pu accumuler dans ma vie, et donc cet argent-là ira éventuellement vers une association ou un fonds de dotation ou une fondation. Et ce n'est pas toujours de cette manière que les professionnels, justement, assez rarement même, présentent l'assurance vie. Alors les compétences dures, certes, mais on l'a bien vu tout au long de cette étude et de nos discussions, il y a également des compétences douces, des compétences molles, ce qu'on appelle les soft skills, et ça c'est tout aussi important que les compétences dures, puisque quand vous êtes, et on l'a vu dans l'étude, quand vous êtes face à une telle hétérogénéité de personnes qui ont des intentions, des motivations différentes, qui ont des âges différents, les cibles, pour utiliser un terme peut-être un peu maladroit, mais c'est bienfaiteur. Il y a un vrai travail de psychologie à faire. Il faut être dans une démarche vis-à-vis du client, qui est une démarche active, une écoute active. Il faut faciliter ce qu'on appelle la compréhension, donc le langage clair. Il y a notamment des questions de génération. On ne parle pas à quelqu'un qui a 85 ans de même façon que quelqu'un qui a 40 ans. Et puis très souvent, il vient avec son enfant et on a tendance à parler plutôt à l'enfant et à laisser de côté la personne âgée, comme si on devait décider de son sort avant même qu'il ne soit mort. Mais toutes ces questions-là, ce sont des questions de comportement et il faut mettre en situation nos futurs notaires, nos jeunes étudiants, pour qu'ils comprennent justement de quelle manière on appréhende un rendez-vous avec des personnes et comment, d'ailleurs, on va essayer d'identifier cette personne, ses intentions, quelles sont les questions qu'il faut lui poser. Donc, tous ces aspects-là, si vous voulez, notamment vers les indécis et les personnes, alors l'étude dit les personnes qui sont encore ouvertes, mais je pense qu'il y en a d'autres qu'on peut essayer justement de faire changer de camp, mais il y a un vrai travail dans la discussion et c'est là aussi une compétence qui caractérise bien la profession de notaire. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas d'abord un chef d'entreprise, le notaire, c'est d'abord un officier public et ministériel. Donc, il est vraiment là pour jouer le rôle de relais entre les grandes causes et les intérêts particuliers. Je pense qu'il est normal qu'il soit le professionnel du droit qui a la plus grande confiance des particuliers ou des entreprises, parce qu'il incarne justement ce côté tiers impartial et désintéressé, et qui est là pour veiller à ce que la personne qui est en face de lui soit le plus satisfait, que les buts qu'elle souhaite atteindre puissent être atteints. Et on a vraiment ici une formation des jeunes notaires qui est assez complexe. On doit concilier au mieux compétences dures et compétences molles. Alors, juste en 2 mots pour la prospective, parce que vous avez évoqué le fait qu'il y avait une réforme en cours. Et effectivement, dans le cadre de la réforme qui est menée à l'INFN, je ne rentrerai pas dans le détail, mais au sein de la formation, vous allez avoir 3 cycles. Et 3 cycles qui correspondent en réalité aux 3 casquettes du notaire. D'abord, un premier cycle qui correspond au notaire, officier public et ministériel. Et c'est ici qu'on veut intégrer davantage d'humanité notariale. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les jeunes générations de notaires veulent donner du sens
comme tous les jeunes en réalité, du sens à leur métier. Ils ne veulent pas simplement faire du droit et gagner de l'argent, ils veulent donner du sens. Et c'est à ce moment-là, lors du premier cycle, qu'il faut les ouvrir sur le monde qui les entoure. Et d'ailleurs, on a évoqué ces valeurs ou ces différentes causes qui n'étaient pas parfaitement identifiées sur l'environnement, la culture, la santé, le social. Et je pense qu'il faut qu'il y ait un lieu de dialogue et de débat et de réflexion très tôt avec ces techniciens du droit qui doivent rester ouverts sur le monde qui les entoure parce que ce sont des officiers publics. Et cela sera fait par l'intervention d'associations, de partenariats éventuellement avec ceux qui travaillent avec France Générosité. On a travaillé avec l'association Atelier Monde. Bon, il y a des choses qui peuvent être faites pour essayer de sensibiliser les étudiants très tôt à l'environnement. Dans le deuxième cycle, très brièvement, c'est le notaire expert juridique. C'est là qu'on va retrouver les compétences dures. Mais les compétences dures telles qu'elles existaient auparavant, elles étaient très généralistes. On va maintenant donner la possibilité aux étudiants de se spécialiser. Et à mon sens, il y a ici un domaine très intéressant de spécialisation qui est celui des libéralités à caractère collectif. Donc, du monde de la générosité, on mettra en place, par exemple, des diplômes universitaires qui leur permettra d'être beaucoup plus spécialisés, calés dans ces techniques que Maître Mathieu évoquera dans le détail peut-être tout à l'heure. Avec la possibilité également, lors de ce deuxième cycle, de faire des stages en dehors du notariat, ce qui est encouragé en leur donnant la possibilité de travailler dans une fondation, un fonds de dotation, avec France Générosité, pourquoi pas. Et puis le troisième module, c'est un module qui correspond en fait au notaire chef d'entreprise ou manager. Et il est vrai que là, on travaillera la relation avec le client, qui est importante dans comme on l'a vu dans le cadre de l'étude, et puis également qui permettra de voir comment on organise une étude pour essayer de laisser une place à un service qui serait peut-être spécifiquement consacré au monde de la générosité. Donc, vous voyez, en quelques mots, il y a des choses qu'on a bien identifiées, on sait ce qu'on doit faire, et normalement, dans le cadre de la réforme qui est en cours, eh bien, tous ces aspects qui permettront aux notaires d'être encore plus qu'hier l'accompagnateur à la fois des bienfaiteurs et des bénéficiaires, tout cela est parfaitement identifié et devrait être réalisé à très court terme. Merci, professeur. Maintenant, je vais donner la parole à M. Malhomme. Nous avons parlé beaucoup de succession, un petit peu d'assurance vie, c'est vous qui l'avez évoqué, M. le professeur. Mais l'assurance vie, c'est bien évidemment un outil de transmission. C'est vrai, vous le disiez aussi, professeur, que quelquefois, c'est un peu compliqué de conseiller à nos clients de choisir d'attribuer son assurance vie à telle ou telle personne. Bon, il nous arrive bien souvent de vouloir aussi optimiser la fiscalité, et par exemple en transmettant les assurances plutôt aux héritiers qui auraient des droits à payer et les autres biens du patrimoine à l'œuvre. Alors, Monsieur Malhomme, d'abord, qu'est-ce que l'assurance vie et comment utiliser la clause bénéficiaire qui reste un moyen, comme dirait le professeur Grimaldi, officiel de contourner la réserve? Bonjour à tous, merci pour la question. Ah, je ne vous entends plus. Non, on vous entend bien, Monsieur Malhomme. Ah, très bien. Alors, l'assurance vie, oui, c'est un produit simple, très répandu, hein, puisqu'il y a 17 millions de souscripteurs d'assurance vie en France. On dit souvent que c'est le placement préféré des Français. Et en fait, il y a deux grands objectifs. L'assurance vie, c'est utilisé comme un placement classique, entre guillemets, pour faire fructifier son capital, ou par exemple pour épargner en vue de préparer sa retraite. Et c'est aussi un produit qui est très souvent utilisé pour préparer ses successions et organiser la transmission de son patrimoine. Alors la clause bénéficiaire, tous les contrats d'assurance vie ont une clause bénéficiaire, donc chaque souscripteur doit désigner le ou les bénéficiaires de son contrat en cas de décès. Et peut-être quelques éléments là-dessus. La première chose, c'est qu'on peut désigner le ou les bénéficiaires de son choix. Qu'on ait des héritiers ou non, on peut désigner son conjoint, ses enfants, ses héritiers, c'est plus classique. Mais on peut aussi désigner une autre personne ou plusieurs. Et bien sûr, on peut aussi désigner une association ou une fondation. Et ça, c'est le cas dans tous les contrats d'assurance vie, sans exception. Il n'y a pas de contrainte de montant. L'assurance vie peut être souscrite à partir d'un montant très faible, 100 € pour la plupart des contrats, ou 500 €. Et on peut désigner une association ou une fondation sans contrainte particulière de montant. On peut
souhaiter donner beaucoup ou peu en fonction de ses moyens. Un autre élément, c'est que quand on choisit de désigner comme bénéficiaire une association ou une fondation, on n'est pas obligé de la prévenir et on n'est pas obligé non plus de prévenir ses héritiers. Donc c'est très souple, c'est vraiment ultra simple, sans aucune contrainte. Et puis un élément à avoir en tête aussi, c'est qu'une fois qu'on a désigné un bénéficiaire, le contrat continue. Donc on peut continuer à verser sur son contrat, on peut continuer à faire des retraits. Donc on ne renonce à rien en désignant telle ou telle personne, y compris en désignant une association ou une fondation. Et puis le dernier point, et c'est peut-être le plus important, c'est qu'une fois qu'on a désigné des bénéficiaires, on peut changer à tout moment. Souvent, quand on souscrit un contrat d'assurance vie à 50 ans, à 55 ans, par exemple pour préparer sa retraite, la plupart des clients choisissent des clauses bénéficiaires type mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître, et à défaut mes héritiers. Et puis, quelques années plus tard, par exemple autour de 70 ans ou 75 ans, s'ils n'ont pas besoin d'utiliser leur contrat d'assurance vie en totalité pour l'objectif qu'ils avaient initialement prévu, donc par exemple la préparation de leur retraite, le contrat peut devenir, l'objectif principal peut changer, et peut devenir un contrat en vue de la succession. Et là, il est tout à fait possible, une fois de plus, c'est à tout moment, de changer sa clause bénéficiaire et donc d'ajouter par exemple un bénéficiaire qui serait une association ou une fondation. Ça peut se faire de façon, donc à tout moment, de façon très simple. Ça peut être un simple courrier à l'assureur. Ça peut être aussi, ça a été évoqué tout à l'heure, dans le cadre du rendez-vous annuel avec le conseiller en gestion de patrimoine, le conseiller bancaire, le conseiller salarié, l'agent général, enfin bref, la personne auprès de qui vous avez souscrit. Quand il vous voit tous les ans, normalement, c'est pour faire un point global. C'est aussi l'occasion de réexaminer la clause bénéficiaire et on peut changer à tout moment. Et donc, même si ce n'était pas l'objectif qu'on avait quand on a souscrit à 50 ans ou 55 ans, on peut décider à 70, 75, quand on veut, de désigner une association ou une fondation. Une fois de plus, c'est extrêmement simple. Donc voilà, l'assurance vie, on dit souvent que c'est le placement préféré des Français, mais c'est aussi un moyen très simple et très efficace pour décider de financer un projet philanthropique et donc de désigner une association ou une fondation pour transmettre tout ou partie de son patrimoine. Merci, monsieur. Je voudrais maintenant donner la parole à madame Cosson, qui représente le Secours catholique et la Fondation Caritas, pour qu'elle nous dise quelle est l'importance des legs dans son association et son retour d'expérience aussi qu'elle a pu avoir. On en a parlé tout à l'heure dans la présentation des legs et des donations pendant la période du Covid-19. Oui, bonjour à tous. Alors, donc, le Secours catholique, je vais en parler juste en 2 mots. Secours catholique Caritas France, qui est une association qui a 74 ans, qui est reconnue d'utilité publique et qui agit avec les personnes en situation précaire pour faire reculer la pauvreté et les inégalités en France et dans le monde. Les libéralités, c'est 40 millions d'euros par an de ressources et dans l'ensemble des ressources, c'est 30%. Donc, c'est vraiment une ressource importante pour notre structure. Dans ces 40 millions, il y a à peu près, alors ça dépend des années évidemment, mais en moyenne 12 millions d'euros d'assurance vie. On voit encore le poids des assurances vie. Les donations sont vraiment à la marge, c'est quelques centaines de milliers d'euros. C'est la complexité que c'est. On a parlé de la rare tout à l'heure, donc c'est vrai que c'est une libéralité qui est moins utilisée. Et le reste des 40 millions, ce sont des legs, donc c'est la majorité. Ça, à peu près entre 200 et 250 de dossiers legs et donations sont acceptés par notre conseil d'administration chaque année. Alors moi, j'ai l'historique des chiffres depuis 1993. À l'époque, c'était un petit peu plus en nombre de dossiers, mais par contre, les montants étaient moindres. Donc, on voit que ces dernières années, le volume de dossiers en nombre baisse, mais par contre, ça veut dire qu'on a des dossiers qui sont en tout cas en finance plus importants. Et les assurances vie, c'est à peu près 200 dossiers d'ouverts chez nous par an par bienfaiteur. Donc, chaque bienfaiteur pouvant avoir plusieurs contrats. Donc, ça, moi, je n'ai pas cette donnée-là, mais en tout cas, on a à peu près 200 dossiers par bienfaiteur. Au niveau du Secours catholique, on a une grosse équipe qui est dédiée aux legs. On a une personne qui est chargée uniquement de la promotion. On a une autre personne qui est chargée de la relation testateur. On a également 7 juristes, dont moi-même.
Il y a également 3 assistantes spécialisées, une qui est dédiée aux assurances-vie, c'est un traitement particulier, une autre qui est dédiée à tout ce qui est finance, comptabilité, et une autre qui s'occupe de la partie plus juridique, de l'ouverture des dossiers, des relations notaires, de la préparation du conseil d'administration. On a également la chance d'avoir une bénévole qui s'occupe du suivi des charges funéraires, puisque c'est des charges qui nous sont régulièrement demandées par nos bienfaiteurs. Et donc, dans l'équipe des juristes, là, c'est vrai que c'est nous le choix qu'on a fait. On a des juristes qui ont des zones géographiques déterminées, ce qui n'a pas été toujours le cas, mais on s'est rendu compte que ça fluidifiait les relations avec les notaires, puisque pour le coup, on est identifié. On a des notaires avec qui on a plus de dossiers que d'autres, et voilà, donc ça permet d'avoir des échanges plus fluides. Et puis, comme on a des délégations aussi locales, ça nous permet aussi d'avoir des échanges plus fluides avec nos délégations. Et une partie des juristes fonctionne en binôme succession immobilier. Donc voilà, chacun a une dominante succession immobilier. Et moi-même, je m'occupe de tout ce qui est un petit peu plus logistique, les contentieux, puisqu'il y en a aussi toujours pas mal, la comptabilité, le budget, enfin, voilà, tous ces aspects-là. Et l'équipe est dans un département mécénat et philanthropie au sein d'une direction communication et collecte. Donc, je sais que c'est une question qui revient souvent dans les associations, fondations, le choix des directions des équipes LEG. J'en reparlerai plus dans un deuxième temps de la table ronde. Voilà. Et donc, au niveau du réseau Caritas, on fait partie du Secours catholique, il y a également une autre structure qui est donc la Fondation Caritas France, qui peut aussi recueillir des libéralités. Donc, c'est une fondation abritante qui est dédiée à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, également en France et dans le monde. Alors, elle n'a pas du tout le même fonctionnement au niveau des legs assurance vie, puisqu'il n'y a pas de promotion qui est faite à proprement parler. Et c'est la responsable administrative et financière qui, en fait, gère les legs avec mon appui. Et en volume, c'est plutôt en moyenne, après c'est très variable encore une fois, mais plutôt un leg par an, moins de 5 assurances vie par an. Voilà, qui représente quelques dizaines de milliers d'euros pour les assurances vie, et le montant des legs, c'est très variable. Et les legs pour les fondations impritées sont encore plus exceptionnels. Donc, voilà un petit peu l'écosystème au niveau du réseau Caritas. Au niveau effectivement de ce que nous vivons tous actuellement, l'impact, nous, qu'on a pu constater chez nous. Donc, durant le premier confinement, clairement, on a eu énormément d'appels, nous, vraiment, de personnes en situation de pauvreté. Donc là, c'est vraiment l'utilité sociale du secours qui a été reconnue. Et c'est assez flagrant puisqu'il y a eu un spot TV qui est passé, mais qui était dédié aux legs. Ce n'était pas un spot TV général. Et suite à cela, on a eu plus de 80 appels de personnes nous demandant de l'aide en nourriture ou en argent. Et c'est finalement après, au début de l'été, où là, vraiment, on a eu plus cet afflux d'appels de personnes ayant eu le déclic, si je puis dire, pour finaliser leur projet ou pour poser des questions. Et ça s'est poursuivi tout l'été. Voilà. Après, nous, au niveau du traitement, il faut aussi en parler. C'est vrai que la question nous a été beaucoup posée de savoir est-ce qu'on aurait un afflux de nouveaux dossiers legs suite au décès. Et clairement, la surmortalité n'a pas eu d'effet. On n'a pas eu plus de dossiers ouverts. Heureusement, en fait, la surmortalité est telle que à l'échelle nationale, ça n'a pas eu d'effet chez nous. Voilà. Et au niveau de la réalisation des dossiers, on n'a pas du tout de problème pour réaliser. Les notaires ont eu un petit temps de mise en route et puis ont dû un petit peu, il y a eu des décrets qui ont été pris, mais ensuite on a pu régulariser des actes à distance sans problème et de manière finalement assez surprenante et positive pour nous, puisque les notaires ne pouvaient pas forcément recevoir de nouveaux clients et ouvrir de nouveaux dossiers. On a débloqué des dossiers anciens. Ils en ont profité et nous aussi, on a pu avancer sur des dossiers qui étaient un petit peu bloqués. Donc, c'est l'effet positif, en tout cas, de la période du premier confinement. Et après, ce que nous vivons aujourd'hui, le deuxième confinement, on voit que tout le monde a pris le pli du télétravail. On arrive même à faire des colloques à distance. Donc, voilà, tout se passe de manière assez fluide. Et si je ne me trompe pas, à Maître Lemay, les études sont ouvertes. Vous pouvez à se recevoir des clients. Oui, mais nous avons, pour les cas urgents et de préférence par procuration, enfin, on fait extrêmement attention. Merci beaucoup.
après ce premier tour de table maintenant de réfléchir au développement et aux possibilités de développement de cette ressource. Je voudrais repasser la parole au professeur Delmas. J'espère que la liaison s'est améliorée. Il peut sembler incongru d'associer parfois marketing ou générosité ou nouvelle approche, mais selon vous, quelle évolution des pratiques conseillez-vous aux fondations et aux œuvres? Je ne vais pas remettre ma caméra afin… Madame le professeur. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Je suis désolée, je ne mettrai pas ma caméra vu la mauvaise qualité de la connexion. Et je vais être peut-être assez brève concernant cette adaptation des pratiques. Je partirai de la typologie intéressante proposée par l'enquête de l'Obsoco des différents personas. Et en tout cas, des personnes pouvant tester ou donner aux associations, avec cette distinction entre les décidés, les distants, les opposés. Et par-delà ces différences, on retrouve dans les 4 groupes une proportion non négligeable de personnes qui n'excluent pas forcément l'idée de transmettre des associations. Et puis aussi, et aussi, on peut constater plusieurs facteurs prédictifs. L'absence d'héritier direct, d'où la recherche d'un destinataire du legs, le poids de certaines croyances et valeurs, notamment religieuses, le poids également de certains enjeux ou intérêts qui ne sont pas purement altruistes, d'ailleurs aussi. Ça a été, je pense, souligné, même si je n'ai pas pu toujours entendre ce qui a pu être dit. L'importance toujours quand même aussi de l'altruisme et puis l'investissement associatif, au moins sous forme de dons réguliers, faute d'engagement plus actif. Donc, il y a un potentiel de générosité qui n'est pas négligeable, même parmi les opposés, puisque 13,4% pourraient changer d'avis, soit près de 3 millions de personnes. Et le potentiel de personnes susceptibles de donner ou de léguer aux associations donc, est élevé, même si on prend en compte le poids des indécis. Et il faut prendre aussi, alors, du coup, en considération les mutations sociologiques, sociodémographiques en termes de mœurs, qui peut renforcer certaines motivations. Protéger le conjoint, le ou la partenaire, mais aussi avantager ses beaux-enfants, neveux, sans parler des préoccupations qui ont pu être sans doute évoquées liées au contexte, des préoccupations par exemple écologiques. Alors plusieurs freins pèsent cependant et on en vient sans doute aux pratiques et aux leviers possibles, parmi lesquels la méconnaissance des modalités, l'incertitude sur les modes de transmission, la vision de son patrimoine comme insuffisant pour intéresser des associations. Alors moi, ça m'a interrogée sur les méconnaissances aussi du tissu associatif et des besoins. La priorité donnée à la famille, surtout dans un contexte économique et social dégradé, avec des formes aussi parfois de repli. La crainte de friction avec les héritiers, ne pas fâcher la famille, révélée par le manque d'information de ces derniers, sauf certains cas où les enjeux de valorisation du non familial peut jouer, où le patrimoine est plutôt important. La volonté aussi de maîtriser jusqu'à leur fin de vie leur patrimoine, les enjeux de confiance également qui ont sans doute été évoqués, mais qui semblent surtout concerner ceux qui n'envisagent pas forcément de donner. Alors, les leviers existent sans doute en la matière face à ces freins et ces limites ou ces difficultés à favoriser la connaissance et les enjeux des pratiques associatives, développer l'engagement associatif à partir des éventuelles préoccupations des individus et des évolutions affectant la déclinaison des liens sociaux. Insister peut-être aussi sur les liens entre l'engagement associatif, qui peut prendre à minima la forme de pratique de dons, et le choix de léguer ensuite à des associations, voire de léguer tout le patrimoine pour les plus engagés. Éclairer, outiller, rassurer, accompagner, y compris juridiquement, si on en juge par les craintes et les méconnaissances exprimées. Renforcer la confiance dans les associations, et là la littérature sociologique est abondante sur la baisse de l'engagement associatif, le manque de confiance dans les associations. En l'occurrence ici, rassurer sur l'utilisation de fonds, le respect de la volonté du testateur. Bon, concernant la transmission facilitée à des proches de certains éléments du patrimoine, entretien du bien par exemple aussi, la transparence de gestion, mais sachant que cette défiance est sans doute surtout exprimée par ceux qui n'envisagent pas du tout en même temps de tels legs.
Alors, je crois aussi qu'ont été évoquées en début de matinée les réflexions à la diversification des voies de l'information à destination de nouvelles générations via les nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui constituent aussi un levier important, et mettre ensemble des énergies pour ouvrir des poches de générosité en termes de communication, donc, mais aussi de mobilisation de la compétence des professionnels du droit, dont les notaires, qui sont présentés comme les principaux interlocuteurs, l'adaptation aussi des discours, des modalités d'information et des outils assurantiels ou non aux différents profils qui éclairent les données sociologiques existantes, et puis cette enquête. Alors, je suis désolée parce que je n'ai pas pu entendre certains parmi vous, donc je n'ai pas pu adapter mon intervention. Mais voilà, au fond, mes premières réactions ou les pistes qui me semblent intéressantes en termes de réflexion sur l'adaptation des pratiques en lien avec la persona des testateurs potentiels, en tout cas. En tout cas, là, on vous a bien entendu, c'est bien passé, je vous en remercie infiniment. Je voudrais revenir avec Cécile Colson à propos de la gestion des legs, parce qu'un leg reçu par une association, ça se gère. Les exemples que je peux avoir, c'est que quelquefois, ça ne se passe pas bien. Quelquefois, c'est très bien. Il n'y a rien à redire, mais quelquefois, c'est un peu compliqué. Et donc, je vais vous donner l'exemple d'un leg que j'ai eu récemment, un centre anticancéreux. Il a fallu 1 an pour avoir l'autorisation préfectorale pour l'accepter. Et il n'y avait qu'une maison, c'était la maison de Jeannette qui avait 89 ans et quelques économies. Donc, les voisins s'étonnaient, me disaient, mais comment ça se fait que tout est à l'abandon? La même chose, un leg par une personne qui finalement n'aura jamais de tombeau sur sa tombe parce qu'elle n'avait pas prévu ce genre de choses. Et donc, on sait aujourd'hui que les associations, les fondations, vous avez des obligations de comptables et qu'il vous faut une véritable organisation de la gestion des legs. Oui, tout à fait, oui. Donc, effectivement, c'est un petit peu, ça rejoint la problématique qui a été levée par l'étude du lien de confiance. Le lien de confiance, il se travaille aussi au niveau de la gestion. Alors, moi, quand je suis arrivée au Secours catholique, on était 4, et encore avant moi, ils étaient 2 ou 3 juristes, donc là 4 juristes, maintenant on est 7 juristes. Je peux vous dire qu'il y a une différence au niveau de la gestion qui est flagrante. Donc, moi, au niveau de mon expérience, ce que je vous dirais, c'est l'importance des moyens humains. Alors après, à chacun, au niveau des associations, fondations, de travailler avec sa gouvernance pour avoir les moyens humains nécessaires. Mais en tout cas, clairement, les moyens humains sont importants. Pour développer effectivement les rentrées de fonds, c'est évident. Après, à un moment, on atteint un plafond de verre. Ce n'est pas parce que vous allez avoir 10 personnes que vous allez faire x2 au niveau du chiffre. Mais par contre, vous allez travailler ce lien de confiance, l'image de l'association et également développer l'identification, développer tout ce qui est attrait à la promotion. Actuellement, on voit que le leg est une ressource un petit peu à la mode. Il y a pas mal de colloques ou de webinaires qui sont sur le sujet. Ce n'est pas une ressource facile. Ce n'est pas pour rien, effectivement, qu'il y a beaucoup de questions aujourd'hui qui sont soulevées. Donc, on a vu au niveau de l'étude les freins qui étaient évoqués. Donc, effectivement, nous, dans le problème d'identification, pour moi, au niveau du Secours catholique, l'association étant très ancienne, on n'a pas trop ce problème-là, elle est assez identifiée. On a une campagne de promotion qui est dédiée aux libéralités depuis plus de 15 ans. Donc, vous imaginez, on a vu effectivement que c'était une ressource de longue haleine. Donc, la campagne qui a vu le jour il y a plus de 15 ans, on a vu les effets généralement 7, 8, 10 ans après. Donc, voilà, l'importance pour moi, pour développer cette ressource et renforcer le lien de confiance, c'est l'équipe dédiée professionnelle. Pour répondre aux notaires de manière diligente et opportune, pour faciliter les échanges avec les bienfaiteurs, avec les proches, puisqu'après, il ne faut pas oublier qu'on a aussi souvent des relations avec les familles suite au décès, et qu'effectivement, quand des familles nous appellent, comme disait Maître Lemay, pour nous dire la tombe n'a pas été nettoyée ou il n'y a pas eu de fleurs à la Toussaint, c'est important de pouvoir leur répondre, déjà d'avoir des gens qui répondent et puis après des gens qui agissent.
De la même manière, je sais que beaucoup d'entre vous font des brochures legs. Ça, c'est la base, effectivement, on est bien d'accord. Mais après, une fois que vous avez envoyé ces brochures, vous allez avoir beaucoup de questions. Les gens vont vous appeler. En plus, on voit bien qu'on a souvent affaire à un public qui est très averti. Ils lisent le particulier, ils regardent Capital, ils ont plein de questions à nous poser. Donc, si derrière, ils appellent et qu'ils n'ont personne en face pour leur répondre, ça ne va pas passer. Et s'ils ont quelqu'un en face, il faut que ce soit quelqu'un qui ait un minima de connaissances, parce que sinon, ils se rendent vite compte que l'association, finalement, c'est peut-être pas la bonne asso, elle ne sait pas me dire, elle ne sait pas me répondre. Voilà, vraiment, encore une fois, ce lien de confiance. Le cas de la maison qui est en ruine et voilà, qui a le jardin en friche, c'est vraiment l'exemple typique et ça prend énormément de temps. Donc, si vous n'avez pas une équipe importante et qui sait comment gérer la question, vous allez avoir le maire qui va vous appeler, les voisins qui vont vous appeler en se plaignant, et c'est l'image de l'association qui va être vraiment écornée de manière surtout pérenne. On voit bien les scandales qui ont eu lieu, on en parle encore. Donc, le moindre faux pas, généralement, on ne vous le pardonne pas et les gens le gardent en tête très longtemps. Donc, vraiment, ce travail est un travail de longue haleine, puisque là, on parle de personnes qui, à la cinquantaine, ont décidé, mais entre le temps où ils ont décidé, ils vont rédiger leur testament, il y a encore plusieurs années. Ensuite, entre le testament et le décès, il y a encore en moyenne 7 à 8 ans. On sait que c'est important aussi de pouvoir répondre à nos bienfaiteurs durant cette période, puisqu'ils vont avoir éventuellement des changements de situation familiale, leur patrimoine qui va évoluer. Ils vont vouloir faire des codicils, leur testament. Enfin, voilà, il faut qu'ils aient des personnes en face qui puissent leur répondre. Et puis, comme disait Maître Lemay, on a aussi cette problématique de la comptabilité qui nous est tombée dessus il y a quelques mois et qui est très lourde. Donc voilà, il y a beaucoup de compétences qui sont nécessaires au niveau de nos associations. Et donc, il faut vraiment avoir une équipe importante et professionnelle. Ce que je disais tout à l'heure au niveau du choix de la direction, je sais que c'est un sujet qui est parfois, une question qui est parfois posée. Est-ce que c'est mieux que les legs soient au niveau de la direction administrative et financière ou au niveau de la direction communication, collecte? Moi, j'ai connu les deux. Donc, je peux vous dire un petit peu ce que j'en pense. J'en pense que en fait, les deux sont bien. Ce qui est important, c'est que vous ayez des liens forts avec les équipes avec lesquelles vous avez des relations et des sujets communs. Donc, c'est les équipes philanthropie, les équipes comptables, ça peut être les juristes conseils au sein de l'association. Voilà, ça, c'est important. Par contre, moi, vraiment, ce qui me semble indispensable, si vous voulez partir sur effectivement la collecte legs, il faut co-construire avec les personnes qui seront chargées de la promotion et des relations testateurs. Alors, dans certaines structures, il y a une seule personne, on est bien d'accord, mais en tout cas, quand il y a plusieurs personnes, il faut vraiment co-construire avec elles, si je puis dire, un petit peu votre manière de gérer les libéralités, comment vous voyez les choses, ce qu'on fait. Il faut absolument que quand vous avez des bienfaiteurs au téléphone qui vont avoir des questions, notamment sur les charges, donc ça peut être des charges pieuses, ça peut être des charges funéraires, ça peut être des affectations pour une cause, et il faut pouvoir leur répondre et leur dire ce que vous faites. Si vous vous engagez sur des choses et qu'au moment du décès, ces charges ne sont pas respectées, alors outre la problématique juridique et de remise en question du legs, il y a aussi l'engagement moral. Donc, il faut absolument, effectivement, que vous ayez ensemble une vision commune des legs et de ce que l'association, la fondation peut faire. Je vais être obligé de vous couper parce que nous sommes tenus à un timing et nous aurons le plaisir d'écouter Madame le ministre tout à l'heure. Donc, excusez-moi de vous avoir coupé. Je voulais donner la parole au professeur Miki pour qu'il nous dise comment il envisage de créer des liens entre les associations, les œuvres et les fondations et les jeunes notaires et peut-être aussi les moins jeunes. Vous avez raison de préciser les jeunes et les moins jeunes. Je pense qu'il y a déjà énormément de choses qui sont faites avec différentes instances, et notamment le Conseil supérieur du notariat. Donc, mais dans le cadre de l'INFN en particulier, l'objectif, c'est que l'école du notariat
soit aussi un lieu de discussion, de sensibilisation, de dialogue. Au-delà de l'intégration de cette sensibilisation au sein de l'école, dans la formation des futurs notaires, il y a déjà plusieurs initiatives qui ont été prises. Par exemple, l'INFN met en place ce qu'on appelle des journées citoyennes. Des journées citoyennes qui permettent d'aborder des sujets qui, a priori, alors je vais vous dire a priori, ne concernent pas le notariat parce qu'il y a très peu de journées sur ces questions. Par exemple, nous avons une journée sur le notariat et la misère et la lutte contre la misère. Et à l'occasion de cette journée, Maître Mathieu était présent. Il y avait des aspects techniques, de techniques juridiques, mais il y avait aussi tous ces aspects plus sociologiques, psychologiques, qui sont en lien avec le rôle que peut avoir le notaire dans la lutte contre la misère. L'association Atelier Carmonde que j'ai évoquée tout à l'heure est intervenue, mais France Générosité est également présente. Et ça permet justement de prendre un peu de hauteur sur des sujets de société. Nous avions l'ambition de faire la même chose sur l'environnement et la biodiversité. Dans quelle mesure le notaire peut participer à cette promotion et protection de l'environnement. Bon, la Covid-19 a eu raison de cette journée, mais elle se fera. Et une autre journée est prévue, notamment sur le notariat et la culture. Et je suis très heureux de voir que ça fait partie des grandes causes qui ont été évoquées dans le cadre de l'étude. Et ça, c'est aussi un moyen de faire participer les jeunes étudiants au sein même de leur master. Ils ne sont pas encore nécessairement au sein de l'école, ils vont arriver à l'école, mais sont déjà sensibilisés à cette idée que le notaire est vraiment au cœur des questions de société. Et donc, en matière de générosité, ces journées-là, je pense qu'il faut en faire un rendez-vous régulier. Il y a aussi, à mon avis, de manière beaucoup plus précise, la nécessité de mettre en place des formations communes avec des partenaires. Alors, pas des partenaires du notariat, mais des partenaires de la générosité en général. Parce que le notaire, on voit bien qu'il y a des convergences avec le travail que fournit en amont, en aval, l'assureur, le banquier, et puis des intermédiaires tels que France Générosité ou des associations, des fondations. Je pense qu'on peut mettre en place des formations communes. C'est très à la mode chez les professionnels du droit, hein. Les formations communes entre les notaires et les magistrats, les notaires et les avocats, mais là, il s'agit de spécialistes de la matière juridique. Là, je pense qu'il y a sur cette question de la générosité la nécessité, en amont, de penser ensemble des formations communes et qui permettent d'avoir des bons réflexes, de mener peut-être une politique beaucoup plus cohérente, d'avoir des comportements au sein des différentes professions beaucoup plus complémentaires. Et donc, je pense que c'est une idée qu'il faudrait approfondir. Pour les étudiants, il y a un gros travail qui est fait auprès des associations. Nous avons notamment dans les journées de l'INFN des journées juniors. Et l'un des thèmes qui avait été proposé avant que la Covid n'arrive par une association nationale des étudiants notaires, c'était de s'intéresser justement à ce que pourraient faire les jeunes dans leur activité au quotidien, en termes de bénévolat, ou éventuellement même une réflexion de fond. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour la générosité dans un cadre philanthropique, pour défendre les grandes causes. Donc, il y a des associations qui souhaitent justement, soit locales, régionales, ou même une association nationale, eh bien, développer des projets de ce type, qui peuvent être des activités sportives, ou en tout cas, essayer d'être présent sur cette scène de la générosité. Et puis, pour finir sur ce point, je pense qu'il y a peut-être la nécessité de travailler sur des outils communs. Ce qui m'a marqué dans l'étude qui a été présentée tout à l'heure, c'était la précision dans la manière de déterminer, de définir les contours des éventuels bienfaiteurs. Et je pense que pour les notaires, mais il existe des brochures d'information, mais peut-être que le notaire pourrait, auprès de ses clients, leur adresser un questionnaire, bien entendu avec toutes les précautions nécessaires en termes de protection des données ou autres, mais des questionnaires dans lesquels on va pouvoir avoir une idée plus claire des intentions et des motivations de ses clients qui, pour l'instant, ne pensent pas à des questions de dons, de legs au profit d'associations, de fondations, mais qui va permettre d'avoir une idée plus claire du profil de son client. Et je pense que c'est important parce que le notaire est quand même un partenaire qui s'inscrit dans la durée, qui revoit plusieurs fois son client. Et donc, s'il peut assez tôt voir quel est son profil, il peut l'accompagner aussi dans ses intentions, ses projets de vie et après sa vie. Et je crois qu'il y a un gros travail à faire sur l'élaboration de ce questionnaire qui permet d'être précis sans être intrusif et qui pourrait être élaboré en commun avec tous les partenaires, toutes les parties prenantes du monde de la générosité. Voilà, ce ne sont que quelques exemples, mais vous voyez, il y a beaucoup à faire et je vous redonne la parole, Monsieur le Président.
Monsieur Lemay, votre micro. Coupez votre micro, ouais. Monsieur Lemay, votre micro. Oui, pardon. Maintenant, ça marche? Oui. Vous m'entendez? Oui, Pierre. Allô? Oui, on vous entend. Bon, alors, pardon, excusez-moi. Maître Mathieu, je vous passe la parole pour le notaire et la générosité. Alors, c'est évident, hein, le notaire, ça a été dit, doit presque être l'acteur, le vecteur de cette générosité. Et il n'a qu'un leitmotiv, c'est d'encourager le don, quels que soient les dons d'ailleurs. Alors, cette histoire du notariat et de la générosité de la philanthropie est ancienne, hein. Les notaires ont, depuis la nuit des temps, participé au legs. Au Moyen-Âge et sous l'Ancien Régime, il y avait de nombreux legs pieux et finalement, ces legs faits au monde à l'époque religieux, et c'était les associations d'aujourd'hui. D'ailleurs, beaucoup de legs, même dans les pays anglo-saxons, sont faits dans le monde religieux. Alors, de façon contemporaine, le notaire participe depuis longtemps avec les associations à divers travaux, hein. Il y a eu un congrès sur le monde associatif qui avait été tenu en 1996, qui avait permis d'ailleurs de faire évoluer les lois sur l'acceptation des legs et les ordonnances de 2005. Et le notariat aussi travaille, hein, depuis maintenant plus de 12-13 ans avec France Générosité dans le but d'encourager, de développer la générosité. Alors, finalement, 3 points, hein, sur le notaire vecteur, acteur de la générosité. Ben, c'est tout d'abord, bien sûr, travailler avec France Générosité pour mieux vous aider à travailler. On a fait un guide tout d'abord des libéralités. Ce guide avait pour but de faciliter le traitement des dossiers, des donations, des libéralités faites aux associations, sans attendre d'ailleurs un confinement pour permettre de mieux débloquer les dossiers, pour reprendre sur les propos de Madame Colson. Donc ça, ce guide avait été fait dans le but de comprendre le legs, faciliter la gestion du legs, permettre la transmission de celui-ci. Un deuxième guide très important a été fait, qui est finalement fait pour les associations, mais qui est presque un guide grand public, c'est le guide de la générosité. Notre but était surtout de rappeler tous les instruments de générosité, leur combinaison, leur fiscalité, et ce qui concernait aussi le chef d'entreprise à travers le mécénat. Donc, ce guide est un véritable guide des instruments. Je ne veux pas revenir sur ceci, mais c'est très, très important. Et on a voulu aussi rappeler qu'il n'y a pas ni de petits dons, ni de gros dons. Ça peut être un don impôt sur le revenu, ça peut être un don IFI, ça peut être un testament qui va dire, ben voilà, je ne vous oblige pas à donner, mais ça serait bien que vous puissiez donner, ça serait bien que nous, vous, enfants, vous continuiez ce qu'il y a lieu de faire. Toujours dans cette notion de développer les générosités, ben on fait des actions importantes à l'égard de nos membres, hein, dans des formations faites au CSN, diverses colloques, formations, participation à des études juridiques qui vont aussi bien dans le rappel de tous les groupements, les fondations d'entreprise, et qui rappellent aussi à travers toutes les actions que fait l'Institut notarial du patrimoine. Il y a toujours un petit brin de générosité à travers les journées du patrimoine de la famille qui sont organisées. Là aussi, hein, c'est de resensibiliser le notaire, le notariat à tous les outils et surtout la combinaison de ceux-ci. Alors, bien sûr, comme l'a dit le professeur Becky, ben, ça serait finalement tous nos futurs jeunes notaires seront sensibilisés, donc ce qui facilitera notre travail, parce que ça ne se joue pas sur un rendez-vous, mais sur finalement les rendez-vous permanents qu'on a avec nos clients. Et c'est sûr que l'idée d'un questionnaire ne peut être qu'une bonne chose. En fait, on aimerait finalement, et l'idéal, ça serait notre idéal futur, et ça va être notre idéal, accompagner finalement vers une philanthropie familiale, développer une philanthropie familiale à travers nos rendez-vous quotidiens que l'on a avec nos clients. On rencontre plus de 10 millions de personnes chaque année. Finalement, si on leur donnait une petite touche de philanthropie, ça serait idéal en tant que tel. Donc, on est présent, on sera présent, on sait que on a l'impression que nous ne participons pas assez, ce qui est faux, mais à nous de mieux encore communiquer sur notre savoir-faire et finalement le faire savoir.
Merci, merci, cher confrère. Je voudrais terminer avec Monsieur Malhomme. L'assureur et la générosité, quelles sont vos réflexions en cours au sein de la Fédération des assureurs? Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'assurance vie, finalement, le cadre existe déjà. Le produit existe, il est déjà très répandu. Donc, nous n'avons pas de demande particulière pour changer ce cadre qui existe et qui est simple et efficace. En revanche, on a un enjeu, c'est très clair, pour le faire connaître et donc favoriser son utilisation. Moi, j'étais quand même assez frappé tout à l'heure pendant la présentation des résultats de l'enquête, quand on regardait parmi les personnes qui envisagent de transmettre à une association, une fondation, il y a 46% des gens qui disent qu'ils sont mal informés ou très mal informés sur la possibilité d'utiliser leur assurance vie. 51% qui sont mal informés ou très mal informés sur les modalités pratiques de cette utilisation. Voilà. Et puis, un autre chiffre très frappant, il y a seulement 10% des gens qui sont potentiellement intéressés pour transmettre à une association ou une fondation qui disent qu'ils pensent que le plus simple est de le faire via son assurance vie. Donc, ça donne des perspectives quand même assez intéressantes en matière de potentiel. Donc, notre axe principal, c'est vraiment la pédagogie, faire de la pédagogie auprès du grand public, hein, auprès de nos clients, auprès de nos réseaux de distribution. Ça a été dit tout à l'heure. Le rôle du conseiller, c'est bien sûr quand le client souhaite transmettre à une association, une fondation, il faut l'aider à le faire, l'aider à bien rédiger ses clauses bénéficiaires. Mais quand il n'a pas de souhait particulier, c'est lui rappeler cette possibilité. Tout simplement, ce sont des choses très, très concrètes. Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui existent aujourd'hui. Et d'ailleurs, je voulais en profiter pour saluer un nouvel élément disponible depuis aujourd'hui, qui est le guide de France Générosité sur l'assurance vie. L'assurance vie, un don à la portée de tous, que nous avons été ravis de préfacer à la Fédération française de l'assurance. Je voulais aussi dire qu'il y avait certaines pratiques qui existaient chez certains assureurs. Dans la rédaction des clauses bénéficiaires, on propose en général des clauses types. Parmi les clauses types que certains assureurs proposent, il y en a qui mentionnent spécifiquement les associations et les fondations. Donc, ça aide le conseiller à proposer spontanément et systématiquement aux clients. Mais évidemment, nous souhaitons aller beaucoup plus loin. Et donc, c'est le sens des travaux qu'on a initiés entre la FFA, la Fédération de l'assurance, et France Générosité. Alors, on a initié ces travaux à une période un tout petit peu particulière. Notre premier rendez-vous, c'était au mois d'avril. Donc, c'était pendant le premier confinement. Nous avons eu d'autres rendez-vous depuis. J'espère qu'un jour, toujours confinés, j'espère qu'un jour, on aura l'occasion de se rencontrer pour de bon. Mais ça n'empêche pas d'avancer. Et je voudrais dire très concrètement, quand on voit le partenariat qui a été évoqué entre France Générosité et le CSN, tout ce qui a été mis en place, on va s'en inspirer très concrètement. Et donc, on vient de décider de démarrer, on lance un groupe de travail avec certains de nos membres, c'est-à-dire certains assureurs, certains représentants de France Générosité et de ses membres, pour voir ensemble comment on peut mieux faire connaître le dispositif de l'assurance vie et la simplicité de ce dispositif. Et donc, ça se traduira, selon toute vraisemblance, par certains dispositifs qui existent déjà dans d'autres domaines. Donc, par exemple, des fiches pratiques à destination de nos clients, de nos réseaux de distribution, de nos réseaux de conseillers, sans doute également à disposition des associations et des fondations membres de France Générosité. Donc, tous des dispositifs, et puis également, on a réfléchi à mettre en place des formations pour ces différents publics. Donc là aussi, on va s'inspirer de ce qui a été fait entre France Générosité et les notaires, faire la même chose, en tout cas ça m'inspirait fortement, auprès des assureurs et de nos réseaux de distribution qui sont vraiment les personnes clés, non pas à convaincre, mais auprès de qui il faut faire de la pédagogie pour favoriser ces dispositifs. Alors je crois que ça a été rappelé par M. Siquier, l'assurance vie, les ressources en provenance de l'assurance vie ont augmenté de 80%. Depuis 2010, je crois, le challenge qu'on peut se fixer, c'est que ça augmente à nouveau de 80% au cours des prochaines années. On va s'y atteler ensemble. Merci infiniment, M. Malhomme. Je suis obligé de vous interrompre. Je vous remercie tous de votre attention et je rends la parole à Laurence. Merci beaucoup, Maître, et merci pour ce beau défi fixé par M. Malhomme sur la fin de cette table ronde.
Alors, je vais répondre déjà de manière assez groupée à quelques questions qui se sont posées. Il y a eu des questions dans le chat sur les outils de gestion des libéralités. Donc, il y a des informations en ligne sur ce sujet sur le site de France Générosité, puisqu'on a fait un appel d'offres l'année dernière pour ouvrir le marché des logiciels de gestion des libéralités. Et il y aura une rencontre en décembre sur ce sujet-là, organisée avec la société Éloge. Donc, je vous invite à rester vigilants sur notre lettre d'information pour avoir des compléments d'information. Il y a eu également des questions sur le traitement comptable des legs. Et là, je vous renvoie au groupe de travail sur cette question qui est accessible aux membres de France Générosité et dont la prochaine réunion est mardi prochain, animée par Anne Ramonda du cabinet Inès. Enfin, sur des questions très techniques, je vous en renvoie aux rencontres organisées par le Conseil supérieur du notariat et France Générosité 2 fois par an. Nous avons dû décaler celle qui était prévue en novembre, mais elle aura lieu, nous l'espérons, début 21. Et je vous invite là également à rester vigilant sur notre lettre d'information pour pouvoir suivre la date qui sera à nouveau retenue et qui dépend bien sûr de l'évolution des conditions sanitaires. Alors, peut-être, puisque nous avons encore une vingtaine de minutes pour des questions, une première question pour le professeur Delma et vous, maître Mathieu. Dans le prolongement de l'étude qui a été présentée en première partie ce matin, nous travaillons sur une analyse des cibles et leviers. Nolwenn Poupon en a parlé. Cette analyse des cibles et leviers fera l'objet de webinaires dédiés pour les membres de France Générosité début 21. Mais je voudrais qu'on revienne sur un point qui nous a tous beaucoup frappés quand on a discuté autour de cette étude, c'est la place pivot du testament. Si on prend pour exemple la cible senior sans descendants des intentionnistes, qui sont l'ordre de 27% à peu près, on voit que le passage, la rédaction d'un testament les fait passer de 27 à 41%. Donc, on voit que cette place est centrale et pourtant, et l'Obsoco l'a rappelé tout à l'heure, 9 successions sur 10 se font sans testament. Donc, ce qui m'intéresserait de voir avec vous, professeur Delma, c'est peut-être qu'est-ce qu'il y a des freins psychologiques qui empêcheraient le passage à l'acte. Et puis, avec vous, maître Mathieu, si vous avez d'autres pistes de réflexion sur cette place pivot du testament. Merci beaucoup. Alors, maître Delma, votre micro est coupé. Voilà, je viens de le mettre. Oui, cette place pivot du testament, au fond, votre question, enfin votre étonnement, c'est que dans 9 successions sur 10 se passent sans testament. Et les formes de résistance encore persistantes ou de non-anticipation de la part d'une grande part des défunts. Donc, c'est pas forcément une source d'étonnement, semble-t-il. Alors là aussi, on en revient au rôle des professionnels du droit et des notaires, mais il me semble, parce qu'au fond, vous avez parlé de 2 choses un peu contradictoires a priori, c'est parmi les intentionnalistes, la part justement des testaments, mais parmi ces intentionnalistes qui sont sans enfants, et au fond, pour lesquels on peut comprendre l'importance accordée au testament, qui souvent survient quand on achète un bien, et qu'il s'agit de garantir, de protéger le conjoint et les enfants, en particulier en lien avec l'évolution des conjugalités et le fait qu'il s'agit de protéger souvent un conjoint avec lequel on n'est pas marié en plus. Ça, c'est quelque chose, je pense, auquel sont largement confrontés les professionnels du droit, les notaires. Par contre, oui, pardon. J'ai cru que au fond, vous trouvez que c'est paradoxal avec le faible pourcentage de testaments s'agissant des successions. Il faudrait regarder plus précisément voilà, l'importance de la succession, l'importance du patrimoine légué, et puis je pense que c'est très variable. Comment ? Pardon. Là, je dois vous avouer que je ne pourrais pas, enfin, je ne serais
peut-être qu'il y a toute une pédagogie à faire autour de la question du testament. Il y a encore des formes de résistance, et ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au fond, parler d'héritage et de testament, c'est envisager aussi sa disparition. Donc, c'est quelque chose qui est quand même difficilement envisageable pour beaucoup de personnes, encore aujourd'hui, même dans les générations les plus récentes. Donc, c'est peut-être un élément sur lequel jouer, dédramatiser, au fond, le testament, ce qui est déjà le cas chez, comme je vous le disais, une part de la population qui est confrontée à cette question en raison des particularités de la conjugalité, de leur famille, et aussi du moment dans lequel s'inscrit la rédaction d'un testament, c'est-à-dire souvent l'acquisition à deux d'un bien. Enfin, mais donc, oui, la persistance, sans doute, de la difficulté à envisager sa propre disparition, ce qui explique peut-être ce chiffre assez bas, hein, des testaments s'agissant des successions. Merci, professeur. Maître Mathieu, oui. Alors, oui, Madame le professeur l'a dit, le testament fait mourir dans l'esprit des gens. Donc, c'est sûr que c'est le testament, en tout cas, si on veut transmettre dans une œuvre philanthropique, est le seul moyen d'échapper à la dévolution légale, puisqu'en l'état actuel du droit, vous ne faites pas partie des héritiers légaux. Alors, c'est sûr qu'il faut faire son testament. C'est facile d'ailleurs de faire un testament, c'est peu coûteux. Le droit permet d'ailleurs un testament écrit de sa propre main s'il répond aux formes du testament, holographe. Donc, mais ça suppose finalement d'en avoir l'idée, donc de rencontrer un notaire, un juriste ou quelconque personne qui incite à faire celui-ci. D'ailleurs, vos campagnes niveau associatif incitent à faire des testaments. On a aussi peu de testaments parce que les gens, on parle de gens sans enfants, hein, dans ce que vous disiez, Laurence, mais souvent les gens sans enfants se disent on est autoprotégé d'ailleurs, parce qu'entre concubins, ils se sont fait un testament, justement, parce qu'entre pacsés, ils se sont fait un testament, et aussi maintenant parce que la loi permet aux époux d'hériter l'un de l'autre. Mais c'est à nous peut-être aussi de dire attention, il faut penser à l'après vous deux, parce que c'est pas parce que vous êtes héritiers l'un de l'autre, vous êtes rendus héritiers l'un de l'autre, qu'il faut, si vous n'avez pas d'enfant, il faudra imaginer l'après vous deux. Donc le testament, là aussi, s'impose parce qu'autrement, l'ensemble de ces biens repart dans la dévolution légale, d'ailleurs du survivant d'entre eux, et c'est souvent d'ailleurs pas ce qu'ils ont obligatoirement voulu. Donc, mais le testament fait mourir, à nous de l'encourager. Et s'il y en a qui est peu ou pas cher, un testament rédigé par soi-même est gratuit. Et s'il est déposé chez un notaire, le coût de l'enregistrement et du dépôt ne dépassera pas les 25 €. Et au pire, s'il y a l'objet d'un conseil du notaire, ce conseil et le coût sera très modique. Mais à vous, monde associatif, de dire attention, vous avez peut-être pensé à votre première succession, mais pas à la deuxième succession du survivant d'entre vous, et voir si vous n'avez pas du tout d'enfant ou si vous n'êtes pas ni compagnon, ni marié, ni pacsé. Là, il faut faire impérativement un testament. Merci beaucoup, Maître Mathieu, pour cet éclairage. Alors, j'ai une autre question pour vous, professeur Meki, sur la question des débouchés. Cécile Colson, a beaucoup insisté sur le professionnalisme aussi dans la gestion des legs, le très haut niveau de compétences aujourd'hui pour la gestion des dossiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a aussi une question de débouchés. Donc, on a besoin de recruter, en fait, dans le secteur non lucratif, des professionnels de qualité, formés pour beaucoup et de plus en plus par l'Institut de formation notariale, qui ont une expérience pour certains du notariat. Et moi, je voulais vous poser la question de comment finalement valoriser ce débouché, comment créer des liens, peut-être en faisant des stages dans les organisations caritatives, peut-être aller un petit peu… Voilà, vous avez parlé de bénévolat tout à l'heure, mais il y a aussi cette question de débouché professionnel sur lequel j'aimerais vous entendre. Merci. Alors, et je pense que Cécile Colson en est un exemple. Il y a déjà un certain nombre de professionnels qui, à un moment donné, quittent les fonctions de notaire pour aller travailler dans le monde associatif, mais on a ces mouvements dans d'autres professions, les avocats qui vont dans le monde de l'entreprise. Enfin bon. En revanche, dans le cadre de la formation, c'est quelque chose qui existe déjà, mais qui va être intensifié avec la réforme. Qui existe déjà parce que selon les textes, il est parfaitement possible pour une durée de 6 mois, donc limitée, mais de faire son stage qui est valorisé dans le cadre de la formation en alternance de l'INFN, de faire son stage en dehors d'une étude notariale et de le faire dans le monde de l'entreprise, dans le monde associatif. Et on a quelques exemples qui ne sont pas très nombreux, il faut l'avouer, et cette durée de 6 mois, elle peut être exceptionnellement renouvelée pour 6 mois supplémentaires, mais c'est une dérogation.
Ce qu'on entend faire dans le cadre de la réforme, bien au contraire, et il y a deux moteurs, à mon avis, pour encourager en tout cas ce mouvement vers peut-être le monde associatif, c'est d'abord que le stage devient une sorte d'élément de spécialisation, c'est-à-dire qu'on va rendre obligatoire une spécialisation soit à l'étranger, soit par un diplôme spécifique, un diplôme universitaire par exemple, soit par un stage en dehors du notariat. Et ce stage en dehors du notariat est un stage qui pourra durer 1 an, donc ce n'est plus 6 mois renouvelables, et il n'est pas exclu que beaucoup d'étudiants, plutôt que de partir à l'étranger, parce qu'il faut avouer que les départs à l'étranger, en tout cas pour les étudiants notaires, ce n'est pas statistiquement ce qui est le plus important. Mais en revanche, aller avoir une expérience dans le monde associatif pendant 1 an, c'est quelque chose qui sera facilité parce que ce sera assoupli. Et de la même manière, ceux qui pourraient travailler dans le monde du notariat dans un premier temps et ensuite aller vers le monde associatif, ils peuvent enrichir leur formation d'une formation aux fondamentaux qui, elles, ne changent pas, hein, droit des personnes de la famille, droit de l'entreprise et des affaires et droit immobilier public et privé, mais ils devront nécessairement, en plus de ces fondamentaux, avoir une spécialisation. Alors, c'est peut-être un grand mot, spécialisation, mais du moins, déjà, avoir une formation plus spécifique sur certains sujets. Ça peut être le droit des collectivités territoriales, ça peut être le droit international privé, mais ça peut être également, et c'est quelque chose sur lequel on veillera en tout cas pour qu'il y ait une grande diversité de propositions, ça peut être se former spécifiquement aux techniques juridiques, notamment les libéralités à caractère collectif, qui concernent le monde associatif. Ça peut être un diplôme universitaire de 120 heures ou plus, et qui permettrait à l'étudiant, en sortant de l'école, d'avoir à la fois son diplôme de notaire et ce diplôme universitaire, par exemple, sur une question qui touche davantage au monde de la générosité. Et je pense que ce sont deux leviers qui vont permettre de rapprocher le notariat de ce monde de la générosité et puis en même temps de les préparer dans leurs compétences, même si je pense qu'ils doivent d'abord avoir une expérience dans le notariat pour pouvoir ensuite être pleinement utiles aux associations. Mais ce sont deux leviers qui, à mon sens, vont accélérer ce mouvement. Merci beaucoup, professeur. Une question encore pour Jean Malhomme de la FFA. On a vu que les personnes prennent en moyenne leur décision à 54 ans. Enfin, pardon, que l'âge de la prise de décision se ferait autour de 62 ans et que certains ont pris leur décision en moyenne à 54 ans. Ce qui m'intéressait, c'est de voir quel est l'âge moyen des souscripteurs d'assurance vie. Est-ce que vous avez cette information ? Et est-ce que la finalité de cette souscription, elle évolue au cours de la vie? Et du coup, la question corollaire, c'est quel serait le bon moment pour sensibiliser finalement les détenteurs d'assurance vie à la possibilité de transmettre à une association et une fondation? Donc, c'est une question qui est liée à l'âge et à l'intention qui sous-tend l'assurance vie. Oui, alors il y a beaucoup de contrats d'assurance vie qui sont souscrits entre 50 et 60 ans avec un objectif de placement. Soit parce qu'on a déjà un capital et on veut le faire fructifier, soit par exemple pour préparer sa retraite. Il y a aussi beaucoup de souscriptions qui sont faites dès l'origine avec un but de préparer la succession, d'organiser la transmission de son patrimoine. Là, l'âge moyen est plutôt entre 65 et 70 ans. Dans les deux cas, et notamment dans le premier cas, l'objectif principal est par exemple la préparation de la retraite, mais souvent, quand on arrive à 70, 75 ans, quand on a d'autres revenus par ailleurs, ou qu'on n'a pas tout mis dans son assurance vie, on s'aperçoit que son assurance vie, finalement, on n'a pas besoin d'utiliser en totalité pour sa retraite. Et donc là, ça devient souvent un outil, un produit pour préparer sa succession. Et donc là, même si l'objectif initial, c'était de préparer sa retraite, on peut changer sa clause bénéficiaire. Donc, à quel moment, quel est le bon moment pour rappeler qu'on peut transmettre à des associations ou des fondations? On peut le faire bien sûr lors de la souscription du contrat, quel que soit l'objectif, parce qu'on est obligé de se poser la question de la clause bénéficiaire, elle est inhérente au contrat, mais on peut le faire à tout âge. Il y a un âge un peu charnière qui est autour de 70 ans, et donc normalement, c'est typiquement le genre de sujet qui doit être évoqué dans le rendez-vous annuel avec le conseiller. Je dirais même que c'est indispensable
On dit souvent que dans le rendez-vous annuel, on doit refaire le point sur ses objectifs, son allocation. Dans l'assurance vie, il y a une partie qui est garantie, une partie qui n'est pas garantie. Donc, est-ce qu'on veut prendre plus de risques, moins de risques, etc. Ça, c'est revu chaque année. De la même façon, la clause bénéficiaire doit faire l'objet de la discussion annuelle. Alors, on ne la change pas non plus tous les jours, mais se poser la question une fois par an, ce n'est pas si fréquemment que ça, et au moins vers les âges 70-75 ans, je pense que c'est un des points qu'on peut renforcer parce que c'est le bon moment pour commencer à penser à sa succession, à la transmission de son patrimoine. Donc, ça peut être fait notamment à ce moment-là, mais une fois de plus, ça peut être fait à tout moment. D'accord, merci beaucoup, merci à tous. Merci pour cette table ronde qui permet de faire déjà un premier tour d'horizon et puis aussi de montrer aussi votre place en tant qu'accompagnateur de générosité. On a déjà on a déjà franchi un bout de chemin ensemble, on a encore beaucoup de choses à développer, à améliorer. Je rappelle que c'est une ressource qui est en croissance, qui aujourd'hui représente 1 milliard sur les 4,5 milliards de générosité des particuliers. Vous êtes beaucoup à avoir posé des questions. Je suis désolée, on ne peut pas répondre à l'ensemble, mais nous mettons évidemment toutes les ressources à votre disposition sur le site de France Générosité, à la fois les guides auxquels il a été fait référence par Maître Mathieu et qui ont été coédités par France Générosité et le Conseil supérieur du notariat, et puis l'ensemble des groupes de travail et des prochaines rencontres qui sont organisées par le syndicat. Je remercie très chaleureusement nos intervenants, également l'équipe de France Générosité qui a préparé cette matinée. Une mention spéciale pour Anne-Sophie Jotan, notre responsable juridique et fiscale, et les experts du groupe de travail Libéralité de France Générosité qui font un boulot formidable pour développer cette ressource et qui ont beaucoup travaillé avec nous cette année. Je vous rappelle que vous retrouverez le guide Assurance Vie, un don à la portée de tous, sur le site de France Générosité et des morceaux choisis sur infodon.fr. Je remercie les auteurs, Anne-Sophie Jotan, Isabelle Roqueplot et Céline Ponchel-Pauvreau, qui ont mis leur savoir à notre portée. Je rappelle que vous retrouverez la vidéo de cette table ronde sur le site de France Générosité dès la semaine prochaine. J'ai maintenant le plaisir d'accueillir la secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement auprès du ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, Sarah El Haïry, que je remercie très chaleureusement pour sa présence à nos côtés. Une présence qui n'est pas nouvelle pour le secteur. Elle était ici l'année dernière lors de notre colloque en tant que députée pour intervenir sur la place de la générosité dans le contrat social français. Elle a depuis rendu avec Naïma Mouchtrou un rapport au Premier ministre sur la philanthropie à la française, auquel nous avons été très nombreux à contribuer, et elle nous fait l'amitié aujourd'hui de conclure cette matinée, et je suis donc très heureuse de l'accueillir si la technique suit, et la technique suit. Merci beaucoup et merci à tous. Voilà, écoutez, je voulais remercier les participants de cette table ronde parce que c'est la démonstration d'un partenariat qui dure depuis longtemps et qui est très bien avec les notaires et que nous allons engager avec les assureurs maintenant. Et c'est la démonstration que si on fait un bon partenariat, on arrive. Alors, et je voulais juste souligner que notre juriste Anne-Sophie de Jotan a été l'une des chevilles ouvrières de ce colloque, et je l'en remercie. Voilà, j'accueille Sarah El Haïry. Bonjour Sarah, Madame le ministre. Et donc, nous sommes bien contents de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et ce qui est sympa, c'est que vous êtes une ministre qui est au courant, je dirais, de notre secteur. Je vais être un peu méchant, ce qui n'est pas le cas de tous les ministres. Donc là, au moins, on n'a pas besoin de vous réexpliquer tout ce qu'il faut sur la philanthropie, la générosité, parce que c'est vrai que votre rapport a été extrêmement précis, et en particulier d'ailleurs sur les problèmes de succession, de legs et de philanthropie. Donc, on est ravis de vous avoir et donc de vous entendre aujourd'hui en conclusion de ce colloque. Merci, merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Pierre. Merci à Laurence également, mais à toute l'équipe de France Générosité. Je ne sais pas si c'est bon, tout le monde m'entend.
C'est parfait, merci beaucoup. Ah, super, merci Laurence. C'était juste pour m'en assurer. C'est vrai que je voulais vraiment remercier très chaleureusement Pierre, Laurence et évidemment toute l'équipe de France Générosité parce que avec eux, nous avons vécu les rebondissements, les organisations, les aléas de cette période sanitaire qui a bousculé et qui bouscule notre quotidien. Mais plus que jamais parce que ça vous tient à cœur, parce que c'est quelque chose d'essentiel, vous avez réussi à le tenir et c'est pour ça que je voulais vraiment et c'est pas de la flagornerie, remercier France Générosité d'avoir permis ce temps qui est essentiel parce que même dans une période de crise où notre pays est bousculé, eh bien l'essentiel doit continuer et c'est ce que vous avez réussi à faire. Je voulais également, je sais que c'est de coutume, mais remercier tous les participants qui, pareil, parce qu'ils tiennent à la place de la générosité dans notre contrat social, parce qu'ils y croient, parce que ce sont des chevilles ouvrières de cette philanthropie à la française, de continuer à débattre, de se challenger et de voir quelles sont les voies et moyens pour accompagner, porter cette philanthropie dans notre pays. Évidemment, je suis de très très près le baromètre de la générosité. On a bien vu que les Français continuent à être généreux et encore en période de crise, mais on ne doit pas s'arrêter là. La philanthropie à la française doit s'accompagner, elle doit prendre toute sa place et évidemment c'est la suite logique du rapport que j'ai pu remettre au Premier ministre Édouard Philippe et que j'ai travaillé avec Naïma Mouchou et l'ensemble des acteurs. Ils ont été extrêmement mobilisés, extrêmement nombreux. J'ai eu l'occasion de le dire, mais quand c'est le cas, il faut, je pense, le souligner. Il n'y a pas et c'est jamais superflu. C'est pour ça que ce rapport, c'est une feuille de route pour moi. Elle est assez claire et elle aura des suites dans les enjeux majeurs que nous vivons aujourd'hui. Les différentes pistes, elles existent, elles ont été dessinées, on en a sorti des propositions très concrètes. Et d'ailleurs, très concrètement, comment ça peut prendre forme, prendre corps? Naïma Mouchou, qui était évidemment mon co-rapporteur sur ce rapport, a proposé 2 amendements au gouvernement qui seront étudiés le 12 novembre prochain, donc à l'Assemblée nationale. Et vous imaginez bien que j'y porte un regard très particulier et un soutien certain d'une certaine manière puisque j'ai mobilisé ma propre administration pour, au-delà d'accompagner ces deux propositions, juste pour les rappeler pour ceux qui ne les ont pas en tête, c'est la proposition permettant de développer la transmission intergénérationnelle tout en favorisant les dotations en faveur des OSBL. C'est rien d'autre qu'une vraie incitation aux dons des nouvelles générations parce que c'est le but, continuer à faire vivre cette philanthropie d'une génération à l'autre, de la construire et de créer les écosystèmes familiaux permettant aux jeunes et aux moins jeunes de faire une donation, par exemple, temporaire d'usufruit. C'est une des formes qui permettra d'outiller encore plus notre philanthropie à la française. Au-delà de cet amendement, il y en a un autre qui est vraiment sur l'extension de la donation-partage. Vous en êtes des experts, mais plus que jamais, il faut accompagner cette donation-partage en faveur des OSBL. Et ça vient en fait de la suite de l'article 795 que tout le monde connaît, mais du Code général des impôts, qui peut aller dans un sens plus fort quand il y a des exonérations de droits de mutation à titre gratuit. En plus de ces 2 amendements, parce que c'est notre rapport, parce qu'on en est convaincu et parce qu'on y voit vraiment tout l'intérêt, j'ai demandé à mon administration de continuer à travailler sur ce rapport et de voir quels sont les éléments sur lesquels on peut accélérer, les éléments qu'on peut déjà déclencher de manière législative ou non législative sur toutes les mesures du rapport. Parce que nous avons besoin, dans une période où les Français sont généreux, un moment où les acteurs de la générosité répondent présents dans cette période de crise sanitaire, économique, de donner plus d'outils, d'accompagner, de donner le cap. Et pour ça, toutes les propositions seront réexpertisées et je m'attellerai à mettre en œuvre un maximum d'entre elles, encore plus aujourd'hui, passer de l'autre côté de la barrière, comme on dit. Mais je reste sur le même état d'esprit et la même philosophie. Le plus important, c'est d'outiller, de donner les moyens, d'accompagner, de simplifier des fois certaines lourdeurs pour que la philanthropie à la française, que nous appelons de nos voeux, puisse s'exprimer pleinement et totalement. J'ai envie de dire, plus que jamais,
quand on voit aujourd'hui la situation de notre pays et la mobilisation des acteurs, nous devons être au rendez-vous. Et quand je dis nous, c'est évidemment mon ministère, mais l'équipe gouvernementale. Pierre, tu disais la sensibilisation de l'ensemble des membres. Assure-toi, en tout cas, je te rassure sur ce point, je continue à faire ce travail quasiment de manière interpersonnelle pour expliquer, pour expliciter pour certains, quand ils connaissent un petit peu moins, l'importance de l'accompagnement des acteurs de la générosité, parce que c'est bien eux qui permettent à nos associations, à nos fondations, de faire vivre ce triptyque républicain qu'on tient, cette fraternité, cette solidarité. Et plus que jamais, nous avons besoin de les accompagner, de les soutenir. Et pour ça, un seul devoir qui est le nôtre, l'accompagner, être l'interlocuteur du quotidien et surtout simplifier pour que demain, les organisations, les associations, mais également tous les prescripteurs, je sais que ça va être le thème de notre prochain échange, puissent avoir les outils, puissent avoir l'aide nécessaire pour réussir, en fait, à porter encore plus fortement cette philanthropie à la française. Vous êtes des vrais experts. Moi, j'avoue que j'attendais ce moment avec beaucoup d'impatience. L'année dernière, c'était un moment très riche. Le secteur a été extrêmement uni, extrêmement solide, extrêmement proactif également lors du débat en loi de finances. Et parce que je sais à quel point vous portez cet intérêt général, je sais à quel point vous le défendez, je sais à quel point vous en êtes des acteurs au plus profond, j'ai envie de dire, de vos tripes. Je voulais simplement réitérer tout mon engagement auprès de vous et je mettrai tout en œuvre, tout ce qui est dans mon pouvoir aujourd'hui et mon énergie pour accompagner ces temps, comme ce colloque qui est extrêmement utile et extrêmement nécessaire en cette période, mais également les outils nécessaires, faciliter le dialogue et surtout soutenir une fois pour toutes la philanthropie à la française et sortir des fois de certaines lourdeurs que nous connaissons ou que nous avons subies. Donc, ce n'est qu'un début, ce n'est qu'une mise en œuvre. Il y aura ces 2 amendements auxquels on portera, encore une fois, un regard extrêmement bienveillant. Et ensuite, toute la mise en œuvre des autres propositions du rapport qui continuera à se faire avec tous ceux qui ont contribué évidemment à ces propositions parce que leur expertise, elle est précieuse. Et j'aurais adoré qu'on vive ce moment comme on l'avait vécu la dernière fois, dans cette unité, dans cette recherche de l'intérêt général, de cette défense du bien commun qui nous anime tous. Mais encore une fois, bravo pour votre capacité à vous mobiliser, votre capacité à répondre à ces difficultés techniques et à ces besoins de réponse sanitaire, parce que vous l'avez quand même tenu, parce que ce qui nous engage est supérieur et parce que vous avez permis ces temps. Moi, j'ai écouté une partie de certaines tables rondes et ça fait du bien de vous retrouver parce que nous naviguons dans le même sens. Le cap est donné, maintenant c'est les étapes à construire et à consolider. Je ne vais pas être beaucoup plus longue parce que c'était d'abord des remerciements. Je vois quelques questions passer et je vois la question des projets de loi, donc sans vouloir répondre à toutes les questions parce que je ne les vois pas toutes, mais vous imaginez bien qu'il y a 2 propositions de loi que je pousse très fortement et que j'espère voir très très vite à l'agenda du Sénat pour la 2e lecture et une lecture définitive, donc opérationnelle, celle sur la trésorerie des associations, pour l'amélioration de la trésorerie des associations et celle sur la responsabilité des dirigeants associatifs qui viendront répondre à des vraies demandes des acteurs et de ceux qui font sur nos territoires et pour notre pays. Voilà les quelques éléments que je voulais partager avec vous. Je voulais aussi vous dire que c'est peut-être une question de forme, mais pour moi, elle était essentielle. Dans mon cabinet, ma directrice adjointe a, dans son propre titre, la philanthropie, et ce n'est pas anodin. Si j'ai souhaité qu'elle en porte la charge, c'est parce que mon cabinet, mes équipes et parce que moi-même sommes et resterons mobilisés auprès des acteurs de la philanthropie dans notre pays, parce que la réussite de notre contrat social passe évidemment par cette défense de l'intérêt général qui nous appartient à tous. Voilà les quelques éléments que je souhaitais partager avec vous avant de passer à l'étape d'après, qui est celle des échanges, et puis répondre simplement à vos questions. Mais merci de m'accueillir à la maison. Merci, Sarah. Et peut-être un dernier point, Pierre, juste avant de conclure. Mais Laurence l'a dit, mais quand même, ça me fait extrêmement plaisir. Ce document, il est essentiel.
Non, mais je réitère, mais je sais, mais c'est un complément, je sais. Mais il est essentiel parce que quand on parlait de voies et moyens, ce document est un vrai outil. Et j'invite tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le lire, de se l'approprier. Il est extrêmement riche, il est pertinent et c'est pour ça que, évidemment, sa publication est en partenariat. Mais plus que jamais, c'est en réussissant à outiller, à accompagner, à diffuser qu'on réussira cette grande bataille. Donc, je vous invite à le télécharger. Moi, je le diffuse très largement et il arrivera par voie postale chez certains. Mais plus encore, téléchargez-le parce qu'il est extrêmement utile et je vous assure que quand vous l'avez entre les mains, vous vous rendez compte à quel point le travail est de qualité. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de campagne de communication pour le Mais c'est vrai. Bon, mais merci beaucoup de cette présence qui nous permet de conclure ce colloque et avec cet enthousiasme que nos membres et les participants au colloque, évidemment, partagent dans cette période qui est éminemment difficile. Et donc, on tient le coup. Et merci à tous d'avoir été présents à ce colloque en grand nombre. D'ailleurs, je suis agréablement surpris de voir le nombre de gens qui ont assisté au colloque. Et puis, écoutez, à la prochaine. J'espère ce coup-là, comme le dit Sarah, en présentiel, parce que c'est vrai que c'est un peu dur d'être en numérique virtuel. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir, belle journée à tous.